bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver. Nous sommes le mardi 29 mai 2018 et nous sommes donc au terme de ce mois de mai et pourtant le printemps peine à s'installer. On verra tout à l'heure les prévisions météorologiques avec notre collègue Amel Arabi. Elle nous dira un petit peu ce qu'il en est pour les jours qui vont suivre et aujourd'hui essentiellement. Après ce point météo, bien sûr, nous aurons l'occasion de retrouver nos invités. Ils sont multiples, ils viennent d'horizons divers. Et aujourd'hui, nous avons choisi, justement dans la première heure, de vous parler d'une personnalité emblématique de l'histoire cultuelle et nationaliste de l'Algérie, en l'occurrence Cheikh Ibn Badis. Oui, chaque année, nous célébrons le 14 avril, Yom el-Ilm, la journée du savoir, en l'honneur de cet homme remarquable qui a énormément donné à l'Algérie et aussi à l'islam de manière générale par toute une mouvance réformiste qu'il a lancée au Maghreb essentiellement. Donc, nous allons parler de Cheikh Ibn Badis autrement, loin des sentiers battus, avec le docteur Ahmed Grig Hassan. Le docteur Ahmed Grig Hassan est astrophysicien, pour ceux qui le connaissent déjà, mais il s'est penché justement sur les symboles de la culture islamique. Chaque semaine, il nous en donne une partie et avec plaisir. Donc, ce qu'ignorent beaucoup d'entre vous, c'est que le club mythique, le MOC de Constantine, doit sa création à Cheikh Ibn Badis, justement. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir un petit peu les héritiers de Cheikh Ibn Badis dans ce domaine en particulier, le sport et la mosquée. Il en sera question dans une autre partie de l'émission où l'on parlera justement du championnat des mosquées, championnat de football en l'occurrence, et nous en parlerons avec le représentant de l'association Nejma qui a lancé cette belle initiative qui gagne en pérennité. Le sport, il en sera question autrement également à travers une autre activité sportive un peu plus ludique. Il s'agit du paintball qui gagne de plus en plus d'engouement auprès des jeunes et des adultes de manière générale. Il est pratiqué de plus en plus à Alger notamment. Donc les leaders de ce mouvement qui tentent de donner justement toute son envergure à ce sport très très appréciable, le paintball. Donc nous aurons l'occasion de recevoir deux parmi les leaders de ce sport sur ce même plateau tout à l'heure pour en parler. Voilà qui est dit par rapport à cet aspect. Nous aurons aussi l'occasion de parler de la couleur. Le paintball, bien sûr, fait référence à la couleur quelquefois, puisqu'il s'agit de combats coloré, je dirais. La couleur, elle est aussi à l'honneur dans la rubrique habituelle, la rubrique mosaïque de Nessiba Djaïdir, où l'on mettra en valeur des empreintes justement de l'art algérien. Voilà un petit peu la composante de notre matinale, le programme concocté aujourd'hui par Amel Almi. Tout de suite, place à la météo avec Amel Arabi. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Bonjour Amel. Bonjour Adia. Ça va ? Merci de me réveiller chaque matin. Il paraît que j'ai dit 14, non pas 16 ? Il me semble. Oui. 14 ou 16. Et moi, il me semble avoir dit 16. Je sais pas. Oui, parce que Cheikh Ibn Badis est décédé un 16 avril 1940. Et donc, on célèbre cette journée en l'honneur de tous les travaux de cet homme remarquable au service du savoir, de l'émancipation du peuple algérien, de la levée de l'obscurantisme. En fait, on dira le reste tout à l'heure avec le docteur Grig Hassan. J'imagine que vous serez en coulisses à ce moment-là. Un tout petit peu. Un tout petit peu, le temps de partir. Oui. Très bien. Qu'en est-il des nouvelles du ciel? Parce que je ne sais pas, j'ai l'impression que le printemps peine quand même à s'installer. Hein. On est au terme du mois de mai déjà. Exactement, mais le temps va s'améliorer progressivement pour aujourd'hui. On aura du soleil. On aura à peu près 15 jours avant l'installation de l'été, quoi. C'est bien ça. Exactement. Un tout petit printemps. Un petit délai. Un tout petit printemps. Ça va, on va pas se plaindre. Hein. Alors, que dit la météo aujourd'hui, Amel? Merci Nadia. Alors bonjour à tous et bon réveil. Pour aujourd'hui, de la brume en ce début de matinée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières. Puis le ciel deviendra plutôt dégagé sur les côtes ouest et centre. Par contre, on aura toujours cette formation nuageuse sur les hauts plateaux de l'ouest et le centre avec des orages isolés qui peuvent donner quelques pluies durant cet après-midi. Et ces pluies peuvent atteindre les côtes centre, mais en soirée.
Vers l'est, par contre, on aura un ciel dégagé à peu nuageux tout au long de la journée. La moitié sud, un ciel passagèrement nuageux vers l'extrême sud, le Ghat Tassili, ainsi que vers le Sahara oriental, avec développement de cellules orageuses, mais isolées toujours durant la journée. Ailleurs, le temps restera plutôt dégagé à partiellement vallée et on notera 2 fréquences seulement de sable sur le sud-ouest, le Sahara central et les oasis. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront de saison, avec toutefois un maximum de 32 degrés du côté de Msila, 30 à Khanchla, 28 Mascara et Relizane, 23 à Alger, 25 à Oran, 24 degrés à Tlemcen, 27 à Al-Bayad, 22 Tizi Ouzou et Annaba, 23 à Séti, 24 à Batna. Au sud, 35 Bécha, 34 degrés à Tindouf, 37 Gardaya Biskra, 41 degrés Hassim Saoud Ouagla, 44 Ilizi Insalah, 37 à Tamanrasset Janet et toujours le maximum 46 degrés Borj Beji Mokhtar et Ingazam. Et on va faire un petit voyage cette fois-ci vers l'Europe où le temps se montrera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé, plus exactement à Dublin, également du côté de Lisbonne, mais peu nuageux à Londres, Oslo, Copenhague, Helsinki, également Budapest. Des nuages chargés de pluie intéresseront la ville de Paris, Bordeaux, Marseille, également Madrid, Berne, Rome, Prague. Mais le soleil sera bel et bien présent à Athènes, Bucarest, Varsovie, Helsinki. Le mercure affichera 20 degrés à Dublin, 24 à Londres, 27 degrés à Paris, 22 Bordeaux, 19 le minimum à Lisbonne, 29 Athènes, 28 degrés à Bucarest, également Varsovie, 25 à Helsinki, 29 le maximum cette fois-ci à Oslo, en passant par les 22 degrés à Berne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi, et d'ici là, très très bonne matinée. Vous avez suivi l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Merci Amel. C'est moi que je vous souhaite une excellente journée. Excellente Je journée vous, également. je vous emmène quand même en balade, une petite balade du côté de la Casbah, Très bien. si vous le permettez, Ah, avant le j'adore la départ. Casbah, oui, Oui. j'adore. La Casbah et plus particulièrement le musée Mustapha Pacha, donc qui accueille les œuvres des grandes pointures, de la miniature, de l'enluminure, mais aussi donc de la calligraphie. Oui, de nombreux calligraphes sont présents dans une exposition permanente que Nassiba Jaïdir a couvert pour nous. Nassiba Jaïdir qui est déjà sur le pas de la porte et qui attend de nous rejoindre tout de suite avec ses invités. Restez avec nous. Le palais Mustapha Pacha abrite une exposition permanente consacrée à l'art arabo-musulman. Dans l'une des pièces du patio, la calligraphie est représentée par des artistes algériens et du monde arabe. Des artistes qui ont en commun cette passion pour un art plusieurs fois millénaire. Un art auquel ils redonnent toutes ces lettres de noblesse. Un art qui met en valeur un riche patrimoine. Un patrimoine, une civilisation et une identité. Une harmonie dans le travail et une belle orchestration des lettres. Dans cette exposition, un savoir-faire au travers duquel la lettre arabe se place et se déplace. Dans un art qui exige des principes stylistiques et techniques, il y a toute une gestuelle en action. Entre tradition et modernité, des œuvres signées par
Une mémoire bien enracinée. C'était là un régal, vraiment une belle virée du côté du palais Mustapha Bacha. Merci à Nassiba. Bonjour Nassiba. Bonjour Adia, bonjour à vous tous. Ravie de vous retrouver tous les mardis. Moi j'ai vraiment apprécié cette exposition. Elle est très belle, c'est une exposition Voilà. à visiter, à découvrir. Elle est permanente. Hein. Oui, on peut rappeler peut-être les horaires de ce musée, si vous vous rappelez, Nassiba. Oh ben, les horaires, c'est en journée. Hein. Oui, c'est en journée en Oui, tout c'est cas. en voilà. journée, c'est en Oui. journée. En On général, peut faire ça une va petite jusqu'à visite, 16-17 à la heures. Casbah, une petite Oui. virée, faire ses courses, pourquoi pas. Jamak Chawa aussi. Jamak Chawa, Juste qui a un été peu. Plus qu'il y a inauguré le il n'y a, métro pas- maintenant. il y a pas très longtemps, pardon. D'autant plus qu'il y a le métro. Absolument, Facile d'accès. tout à fait. Voilà, les téléspectateurs viennent de voir nos invités du jour. Absolument, donc on va les Comme présenter votre rapidement. sélection d'aujourd'hui, Oui, Nassiba. tout à fait. Alors avec nous ce matin, Mounia Fernani, bonjour, merci d'être des nôtres ce matin. Bonjour, Accompagné merci par m'avoir Lies Khlifati, bonjour. Bonjour, merci. Et bienvenue. Bonjour. Merci pour l'invitation. Alors, deux événements distincts. Vous vous exposez au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Il y a une exposition d'artisanat qui se déroule tout au long du mois de Ramadan. Et vous, Lies Khlifati, vous préparez une exposition qui est à sa 4e édition, une exposition collective qui va regrouper une pléiade d'artistes venus un peu de partout. Il y a les artistes permanents et d'autres artistes aussi. Et vous avez d'autres actualités. Je reviendrai vers vous dans un petit moment. Alors, Honneur aux dames d'abord, bien sûr. oui. Mounia Fernani, vous exposez régulièrement, et j'imagine, même l'an dernier, il y a une expo permanente, enfin pas permanente, disons, qui va durer tout au long du mois de Jusqu'à Ramadan. Talit Jusqu'au Sba 11 juin. Shireen, pendant tout le mois de Ramadan et qui revient chaque année. Chaque année, exactement, en parallèle avec les soirées. Alors, vous êtes artisane, vous êtes architecte de formation et de profession, mais aujourd'hui, vous consacrez pleinement à votre passion. Au départ, c'était la peinture sur verre. On a eu le plaisir de visiter votre atelier. Vous avez peint le verre, vous avez libéré vos forces créatives à travers cette matière transparente. Et aujourd'hui, c'est la céramique qui vous attire. Je voulais démarrer avec la céramique il y a longtemps, Ouais. les années 90. Mais j'avais pas les moyens et puis c'était trop compliqué. Les enfants étaient petits, il fallait se déplacer et tout ça, donc c'était compliqué pour moi. J'ai découvert le verre par hasard, ça m'a plu. J'ai beaucoup travaillé le verre et j'ai beaucoup apprécié. Et là, j'ai éprouvé le besoin de continuer en quelque sorte ma formation en allant vers la céramique. Ouais. Puisque j'ai pas fait une formation des beaux-arts, j'ai fait les pots, c'est technique. C'est architecture, art et technique. Mais le côté artistique, il faut l'avoir ou pas. Et donc là, ces derniers temps, j'ai éprouvé le besoin de découvrir réellement la céramique et de la travailler. Et là, je m'éclate. Honnêtement, je m'éclate. Vous avez fréquenté un atelier ou Oui, vous oui. êtes lancée comme ça, toute seule? Non, on ne peut pas comme ça parce qu'il faut un four.
Et puis au début, il faut quand même quelques notions, quelques directives. Donc j'ai fait quand même une année de formation. Bon, pas tous les jours, mais ça fait une année que je fais la formation. Maintenant, j'ai appris certaines techniques, certains détails et tout ça. Et bon, là maintenant, j'attends d'être indépendante. Maintenant, il faudra que je travaille. D'accord. Donc, c'est la première fois que vous exposez vos objets à l'occasion de cette expo ou vous avez Oui, déjà en exposé céramique, non. En céramique. Bon, je les ai déjà, certains, ils ont déjà été exposés. Mais pour Ramadan, c'est la première fois que j'expose. D'accord. L'an passé, j'avais pas de céramique. D'accord. J'avais les pièces en céramique que j'achetais et que je décorais avec de la peinture céramique, mais c'est pas la même technique. D'accord. Je voulais passer à cette technique où on fait intervenir le four et puis où on est sûr que la peinture ne va pas s'abîmer, etc. Même si on a certaines garanties avec les autres peintures, mais celle-là c'est autre chose. Ça a une autre valeur. Donc là, je suis passée à ce que je voulais réellement. Et vous donnez une petite touche contemporaine. On a un petit aperçu de ce que vous faites. Justement. Juste à côté. Une mini sculpture, je dirais. Hein. C'est pas Justement, évident. Mais... Les formes, vous donnez les formes, c'est manuel. Oui, c'est manuel. Modelage. Oui, modelage. Il n'y a ni moule, ni rien du Vous tout. ne passez pas par le tour. Hein, donc... Non. J'ai pas fait la formation du tour. D'accord. Justement, les fois où je voulais apprendre la céramique, mon problème c'était que on faisait les assiettes et les tagines. La déco est très belle, mais pour moi c'était répétitif. C'est comme celui-ci. Mais quand même, vous avez joué sur la forme. Hein. Ah oui, là c'est la forme, voilà. Oui, on va le voir dans un petit moment. Donc je voulais passer au modelage, à réaliser mes propres délires, quoi, en quelque sorte. Je ne suis pas encore arrivée à ça, mais j'espère y arriver, voilà. Où vous pouvez vous éclater, donner les formes que vous voulez, qui passent par votre imaginaire. Tout à fait. Pour le moment, c'est pas encore... Vous pouvez modeler au gré de votre Tout inspiration, à fait. je dirais. Là, ça fait à peine une année. Mais au moins, j'arrive à travailler l'argile et dans les détails, la finition, ça c'est important. Ouais, la feuille est un petit peu originale. Absolument. Il y a un autre objet juste à côté. Donc ça c'est un avant-goût de ce qu'on va voir dans le reportage, puisque vous êtes exposé aux côtés de d'autres artisans. Je voulais allier celui-ci, oui, vous voulez qu'on le montre? Modernité et tradition. Alors vous avez céramique et tissage. Ouais. Donc c'est la céramique revisitée. Voilà. Là, les petits détails, c'est les trous. Je vous dis pas, c'est pas la rigolade. Ah oui. Quand j'ai découvert ça, j'ai dû mettre 1 heure pour faire dans un bol. J'ai dû mettre 1 heure pour faire rien que les trous. Hein. C'est un détail. Il faut savoir travailler la matière et que ce soit net et après qu'on soit sûr que le fil va passer, etc. C'est des petits détails qui font Et là, il y a une centaine de trous. Ah, je vous dis pas. Là, j'étais fatiguée. Quand j'ai terminé cette pièce, j'étais claquée. Claquée, j'imagine. Alors, quel regard porte notre invité, Lies Rifati, pardon. Hein. J'adore ce que je suis en train de découvrir. Comme je connais bien ce beau métier, comme mon fils il est artiste dans la céramique. Oui, justement, Akram. Voilà, Akram, alors je vois comment il souffre pour arriver à faire des pièces d'art, tout ça. Vraiment, c'est pas facile. Voilà. D'ailleurs, il a son atelier juste à côté de la galerie. Exactement, de la galerie depuis, on va dire, une quinzaine d'années qu'il Voilà, et puis on a eu le plaisir de découvrir ces objets au travers de nombreuses expositions et même dans votre galerie. Exactement. Il y a des objets, quand il y a des expositions, il y a des objets qui décorent un peu qui décorent la galerie. Et puis je connais la galerie des céramistes. Déjà, il faut travailler l'argile, ce qui n'est pas évident. Il faut la ramollir, mettre des émaux. Et les émaux, il y a beaucoup de surprises, j'imagine. Il y a des surprises. Parfois, ils sont agréables. Oui, et puis des fois, il y a la matière qui manque, comme en ce moment. Donc ça, c'est un problème. C'est pas évident des fois. Hein. C'est pas évident. Alors, cette exposition se déroule actuellement au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Vous avez occupé les espaces pendant un temps. Quand il y a eu le Printemps des Arts, vous avez été très actif. Vous avez été membre de la commission. Exactement. Voilà, et même votre galerie a exposé ces artistes. Eh bien, c'est une initiative initiée par le ministre de la Culture. Pour la première fois en Algérie, il a invité quand même une panoplie d'artistes des 48 wilayas. Et pour la première fois aussi, invité les galeries d'art à exposer ensemble. C'est une première. C'est une première, oui. Et moi, j'avais ce privilège de travailler avec la commission de sélection et puis la commission d'organisation. Comme ils m'ont appelé pour mon savoir-faire et pour mon expérience, tout ça, que
et que je salue cette commission. Vraiment, on a bossé pendant 2 ou 3 mois. Oui, ça a été une belle expérience pour vous, Elias Khlifati. Oui, très très belle expérience. Et puis, on a découvert aussi les artistes des 48 wilayas qui étaient présents, quand même 150 artistes présents tous les jours de 10h à 19h, et voir leur travail, leurs appréciations, discuter avec ces gens-là. C'était magnifique pendant presque 10 jours ensemble. D'ailleurs, il y a des artistes qui vont exposer ce samedi. Ce vendredi, c'est à partir de 22h. C'est le rituel de la galerie d'Yasmine où j'invite tous mes artistes de la galerie qui exposent pour la 4e édition. Et pour la première fois, j'ai invité des artistes. Il y a 7 artistes qui sont invités pour la première fois à exposer. Ces artistes-là que j'ai rencontrés au niveau du Printemps des Arts. Voilà. D'ailleurs, un parmi ces artistes était notre invité la semaine dernière. On l'a reçu, Radia. Il s'agit de Saïd Rahmani. Exactement. On a reçu la semaine dernière. C'était un artiste de Tiaret. De Tiaret, voilà. Pour les gens qui disent que. Donc il va exposer, il va revenir une deuxième fois à Alger pour exposer dans votre galerie. Voilà. Donc il y a une pléiade d'artistes. Voilà. Et on a dédié cette édition au défunt, Allah yarhamou, Saleh Ayoun, qui nous a quittés, ça fait 5 ou 6 mois. Voilà. D'accord. On annoncera encore une deuxième fois cet événement à la fin de l'émission. Enfin, pas à la fin de l'émission, mais au moins, avant de quitter le studio, on reviendra. La peinture algérienne dans sa diversité, 4e édition. Alors, on va se faire plaisir. On va aller faire un petit tour au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Il y a tout un programme. Ah oui, bien sûr. C'est les week-ends surtout. Les week-ends, il y a des concerts de musique. Oui, en général, c'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il y a des concerts de musique. Plutôt jeudi, vendredi, samedi. Cette fois-ci, même mercredi. Même mercredi, d'accord. Cette semaine, mercredi, aujourd'hui, il n'y a pas. Demain, il y aura. Mais sinon, tout au long de la semaine, donc l'expo, elle est là en permanence pendant tout le mois de Ramadan. Voilà. C'est ça le 11 juin. Voilà. Donc, on peut assister à un concert de musique et visiter cette exposition qui regroupe plus d'une vingtaine ou une trentaine d'artisans et d'artisanes. Donc il y a une variété d'objets, chacun dans le libre cours à sa créativité à travers un support de prédilection. Voilà. Alors on va voir l'exposition, on va découvrir ensemble, si vous voulez bien, cette exposition. Au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, l'artisanat est à l'honneur. Ils sont plus d'une vingtaine d'exposants. La passion les anime et les rassemble. Une passion que ces artisans et artisanes nous offrent en partage. En partage durant les veillées du mois sacré du Ramadan. Dans la salle d'exposition, une diversité d'objets. À chacun son support de travail et son matériau de prédilection. La poterie, c'est ma passion. Bon, au départ, j'étais professeur de français. Et puis, à l'époque où il y avait ma soeur Allah yarhamha, j'ai toujours été intéressée par ce qu'elle faisait. Donc, je décorais de temps en temps. Et puis, une fois qu'elle est partie, j'ai repris l'atelier en main avec mon neveu et mon frère. À la fois utilitaires et décoratifs, des produits artisanaux qui attirent bien des regards. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. On prend le temps qu'il faut pour choisir et s'offrir un petit souvenir. Un souvenir de son passage au Palais de la Culture. C'est dans l'artisanat que ces exposants cultivent leur passion. Ici, l'amour du fait main prend tout son sens. Oui, il faut vraiment être passionné d'abord. La patience, il faut avoir de la patience et créatif. J'adore. Ouais, c'est une passion depuis longtemps, mais j'ai pas eu le temps de faire ça.
Avant, je m'occupais de l'éducation de mes enfants et maintenant, je me consacre à ça. Des techniques et des étapes de travail pour arriver au résultat escompté. Entre tradition et modernité, des objets dans l'air du temps. Leur évasion, ces artisanes la trouvent dans ce travail artisanal. Un travail qui demande de la précision et un grand sens de l'observation. Avec des procédés d'antan, un artisanat revisité. Dans cette exposition, un camailleux de couleurs, un mélange de savoir-faire pour donner à l'artisanat toutes ses lettres de noblesse. En réalité, chaque foire, chaque opportunité d'exposition comme ça nous met non seulement en contact avec des clients potentiels, avec la population locale, de la région, ça dépend parce qu'on n'expose pas qu'à Alger, hein. On expose également dans les autres villes. C'est donc un moment de partage et de présentation, ça nous permet de nous faire connaître parce qu'il n'y a pas beaucoup de canaux possibles pour cela. Et en effet, le fait d'être tous ensemble et à force de nous rencontrer, ça tisse un lien très 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 intime, très très important entre nous les artisans. De la salle d'exposition à l'auditorium du Palais de la Culture. Au programme, un concert de musique cherbi. Au moment de notre passage, Karim Melzi se produisait sur scène. Accompagné de son orchestre, il entame son récital avec une chanson de son répertoire. Le cherbi, un des joyaux de notre culture, que cet artiste met en valeur en cette soirée ramadanesque. C'était là le reportage de Nassiba Jaïdir qui nous a promené dans cette exposition Palais de la Culture. Merci Nassiba encore une fois, c'est bien. Personnellement, je n'ai pas eu le temps de me déplacer, donc je suis ravie de redécouvrir. Quoi de plus agréable aussi quand la musique et l'art se mêlent et s'entremêlent. Donc on peut assister au concert de musique, visiter l'exposition. Ce sont des soirées prometteuses. Absolument, et passer une très bonne soirée, très conviviale. J'imagine, Mounia, c'est un espace aussi de rencontre, d'échange. Il y a beaucoup de gens que vous connaissez qui viennent vous voir. De nouvelles connaissances, des rencontres. Tout à fait. Des gens qui sont surpris par le travail, qui ne connaissent pas, de nouvelles connaissances comme vous dites, et les gens qu'on a l'habitude de voir, on les revoit. On se retrouve entre amis, donc on échange des idées, des techniques. Donc ça discute et vous y allez tous les soirs en général? On n'est pas parti le jour où il n'y a pas les soirées. D'abord il y a eu le déluge, donc il a plu. Puis on était fatigués parce que tous les soirs c'était jusqu'à 1h du matin. C'est pas évident, c'est pas évident. Mais là, le jour des soirées, c'est sûr qu'on va y aller. D'accord. On est là. Mais sinon, l'expo, quand même, est permanente. Ah oui, elle est là-bas. Il y a des artisans peut-être qui viennent tout le long du mois. Oui, il y en a qui viennent. C'est pas évident. Ça dépend de la forme de la personne, en fait. Ah, d'accord. Donc vous, si je comprends bien, vous êtes présente juste les jours où il y a les soirées. Hein? Sauf si on m'appelle. Ah, d'accord. S'il y a quelqu'un qui passe. Mais l'expo, elle est visible quand même. Elle est visible, mais parfois on nous appelle pour un cadeau, pour prendre quelque chose, on se déplace, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Lies, vous pensez faire un petit tour à Darmstadt? Oui, avec plaisir. Il y a tout un programme en perspective, un riche programme en perspective organisé par la direction du Palais de la Culture, vous dites Zakaria. C'est des gens qui bossent au Palais de la Culture. Oui, et les animateurs du service aussi. Il y a toute une équipe, il y a toute une équipe qui travaille. Il y a le directeur, M. Asdin Antali, qui est très actif. Vous en savez quelque chose puisque vous avez travaillé. Exactement, maintenant je sais comment que ça se passe là-bas. Vraiment, c'est un boulot pour ces gens-là, comme nous, au niveau des galeries aussi, pour préparer une exposition. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de contacts. J'imagine. Voilà. J'imagine. Là, je reviens vers vous. Oui, justement, moi aussi je reviens vers elle. Moi aussi je reviens vers vous. Pour avoir un peu plus de détails sur vos objets, je ne sais pas si on peut revoir les objets du reportage. C'est un objet qui a lien avec ce qu'elle vient de dire. Elle nous a parlé
Oui, à l'antenne, c'est autre chose, c'est de la verrerie, mais bon, on aimerait bien quand même se concentrer sur la céramique D'accord, là, présente. là, ce ne sont pas vos objets, c'est le verre. Oui. Mais il y a des objets qu'on pourrait revoir. Elle parlait de déluge en plein printemps, mais on dit que les hirondelles font le printemps et elles sont présentes. Elles sont très présentes dans les œuvres de cette artisane. Donc, là, j'ai allié. Il y a un tissage. C'est un tissage de la céramique. J'ai tissé la céramique et le tissage en bas, en fait, il est à l'envers. Donc on a les hirondelles et le nid en bas. C'est le nid. Voilà. Il s'accroche, il a un petit truc où... C'est très une touche contemporaine. Moi j'avais cru que c'était ça. C'était un choix artistique et finalement le nid est symbolique. Voilà, exactement. Et j'aime pas faire toujours la même chose. Je m'ennuie, je me lasse. Donc je suis tout le temps à la recherche d'idées, de nouveautés, de choses qui peuvent surprendre les gens. Donc ça cogite dans votre esprit. Ça cogite et puis tout le temps. ensuite des idées, il y a un petit concept et puis ensuite on y va. Je pense que là c'est peut-être non. Oui, alors là ce sont vos objets. Et ben voilà, il y a une demi-sphère avec fil de fer galvanisé que j'ai tissé. Ça aussi, c'était pas une partie de rigolade. Déjà pour faire les trous. En plus, pour le tisser, je vous dis pas les doigts, qu'est-ce qu'ils prennent. Et à côté, c'est... alors, avant, le petit truc qu'on voit aussi, c'est aussi tissage, mais c'est au crochet. Oui. Donc, le petit ça objet aussi. en avant-plan. Après, j'ai fait durcir le crochet avec un produit. Et de l'autre côté, à droite, c'est une technique colombin. C'est demi-sphère. Et colombin, ça aussi, c'est pas... Bon, c'est un peu long et c'est pas évident. Modelage à la main, toujours. Oui, hein. c'est puis ce petit éventail, ça apporte ce petit quelque chose, là, en plus. Là, les gens, ils sont surpris. Ils se disent... Pourquoi c'est cher, mais c'est pas une pièce qu'on monte directement comme ça. Hein. On ouvre les colombins, on ouvre, ensuite on les place et ensuite il faut lisser à l'intérieur, ce qui n'est pas du tout parce que évident. C'est vraiment lisse de l'intérieur. À l'intérieur, on n'a pas l'impression que le relief est seulement externe. Voilà, on a le relief, ensuite on lisse l'intérieur. Et on garde les colombins à l'extérieur. Là aussi, c'est la même... en plus petit. Voilà. Il y a les poissons juste en arrière-plan. Oui, les poissons. Donc, il y a un avec du crochet et l'autre avec du macramé. Parce que j'ai voulu allier céramique et tissage. D'accord. Il y a aussi les accessoires. Il y a des accessoires que vous portez, votre collier. Il y a le bracelet. La bague. Voilà. C'est pratique ça. C'est pratique de se faire ses propres bijoux. Vous savez, je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas. C'est une évasion. Ça finit par devenir une belle drogue. On commence par quelque chose et puis dès qu'on voit une matière, dès qu'on voit quelque chose qui nous attire, et puis on se retrouve dedans et après on revient et c'est un mouvement de va-et-vient. Les artistes qui font les tableaux et toujours la même technique, parce qu'à un moment donné je me posais des questions. J'avais commencé avec le tachisme. Puis je me disais, je faisais que des poissons. J'ai pas compris pourquoi. Je faisais que des poissons. Et je me disais, je vais faire que des poissons. Ce matin, les gens ils vont voir l'expo, ils vont s'enlacer. Et finalement, non, je suis passée à plein d'autres choses. Là, c'est comme ça. Quand je sors, quand je pars en vacances, mon mari me dit, tu te reposes pas, toi. C'est un repos en soi. C'est un repos on découvre là-bas, on découvre des matières, des matériaux et tout ça, c'est incroyable. Je vais à la plage, c'est la même chose. Je ramasse des pierres, je ramasse des bois comme ça. Là, il y a une belle pierre, mais c'est de la céramique, j'imagine. Oui, c'est une boule en céramique. Ça aussi, c'est une technique très difficile. Qui donne l'illusion d'une pierre, mais ce n'en est pas une en fait. C'est une œuvre. J'imagine que chez vous, ça doit être bien animé. Hein. Chaque fois, tu vois, Marie me dit, t'en as pas marre? Non, je change ça, je mets ça, je change ça. Ça, je le vends, ça, je le vends pas. Voilà. D'accord. Alors, sur un autre... Une pièce fétiche, Alors, on a parlé céramique, artisanat, céramique d'art. Sur un autre registre, alors, on revient vers vous, Lias Rifati. Vous avez énormément bougé ces derniers temps. Hein. Printemps des Arts, juste avant... Il y a eu Paris. Exactement. La galerie Sable d'Art. Sable d'Art. On a fait organisée par, plutôt gérée, animée par Orza Tanet. C'est-à-dire, elle est artiste qu'on a eu plaisir de rencontrer dans votre expo, dans votre galerie d'art.
Voilà, c'est échange entre les deux rives. C'est-à-dire, moi j'ai invité l'artiste Orza Tanem à exposer à la Galerie Yasmine, et la Galerie Yasmine s'est déplacée là-bas à Paris. Et on a ce privilège de travailler avec Orza pour une durée de 2 ans. Ce qui fait qu'on aura l'occasion de faire des expositions dans le futur, dans cet Pendant espace. 2 ans, vous avez Pendant 2 ans, on a signé une convention pour promouvoir notre art pictural à Paris et pourquoi pas... Et inversement. Voilà, exactement. Actuellement, c'est ma nouvelle démarche. Voilà, on va dire. Oui, de la galerie, puisque vous avez énormément bougé, vous avez organisé aussi énormément d'expositions, plusieurs expositions, beaucoup d'artistes ont exposé chez vous pendant quelques années. C'est-à-dire le programme maintenant de 2018-2022. Voilà, on va travailler pour l'international et faire des échanges entre les galeries, comme ça on pourra montrer quand même nos artistes à l'international, parce que vraiment ça fait quand même 50 ans qu'on est juste là à montrer aux Algériens. Donc il faut faire la promotion des arts plastiques et faire des échanges avec des galeries. On a la prochaine, ce sera toujours à Paris. Oui, alors la prochaine, c'est à Paris le 23 juin, toujours avec des artistes dans la même galerie aussi. Dans la même galerie aussi. D'autres artistes, ce sont les artistes de votre galerie qui exposent ou d'autres? Non, de ma galerie, c'est-à-dire on est en train de développer un peu la démarche. D'accord, vous élargissez. Exactement, et puis on va signer une convention avec une galerie tunisienne aussi, qu'on va partir faire une exposition et la même chose pour les futures expositions. J'insiste surtout sur cette exposition. Alors cet événement, on rappelle l'événement, mais rapidement. Voilà, cet événement il est très très important parce que c'est la 4e édition où tous mes artistes sont là, et quelques invités, et on a dédié cette édition au défunt Allah yarhamou Salah Youn, qui nous a quittés ça fait 5-6 mois. Alors pour ne pas oublier nos artistes aussi, alors la moitié de l'affiche elle est dédiée à une œuvre d'art de notre artiste plasticien Salah Youn. Voilà, j'invite tous mes amis de la galerie qui voilà, le vendredi à partir de 22h, et comme d'habitude avec une qa'da sha'bi au niveau de la galerie pour animer cette rencontre. Et c'est un lieu de rencontre, voilà, en hommage de cet artiste qui nous a quittés. C'est à la mémoire, voilà, de Salah Youn. On a eu une petite pensée pour lui la semaine dernière. Ahmed Barti était présent avec nous. On a eu une petite pensée. Allah yarhamou Salah, une petite pensée à nous. Voilà, c'est juste pour ne pas oublier nos artistes. Et faire la fête au niveau de la galerie. Il va y avoir quand même 40 artistes plasticiens, voilà, donc grand choix. Ça promet. Voilà, et je dis à tout le monde le bienvenu à partir de ce vendredi. Et l'exposition, elle va s'étaler jusqu'au 6 juillet quand même. Galerie Darli Yasmine. Galerie Darli Yasmine. C'est pas la peine de rappeler l'adresse, tout le monde connaît l'adresse. Voilà. Il est très actif sur la toile, donc c'est très facile d'aller sur Internet et de retirer l'adresse. Un dernier mot, mais rapidement aussi. Je serai au Palais de la Culture et les jours où j'y suis pas, il y a un adhésif sur la table. Vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. Voilà, très bien. C'était une très belle découverte ce matin, vraiment. Hein. Merci beaucoup, Nessiba. Je vous en prie. Merci beaucoup à Mounia Fernani aussi également. Que de recevoir Monsieur Lies Khlifati et Madame Mounia Fernani. Merci à vous. Lies Khlifati, je ne l'ai pas remercié parce qu'il fait partie de la famille. C'est bon. La famille de Mosaïque, hein, parce que c'est une rubrique quand même qui revient chaque semaine et qui nous montre toute l'actualité des arts plastiques et puis les empreintes. Maintenant, on a quand même élargi pour les 48 wilayas. La galerie Yasmine, maintenant, elle est quand même... Il y a beaucoup d'artistes. Voilà, pour promouvoir un peu les gens. Parce qu'on a beaucoup d'artistes sur ce beau pays. Surtout à l'intérieur du pays. À l'intérieur, oui. On a eu un aperçu au printemps des arts. Là, on est en train de relancer le débat. Non, ça y est, c'est bon. Merci beaucoup, Nessiba. Merci également à Lies Khlifati et Mounia Fernani. Merci. Voilà, bon vent pour tous ces beaux événements que vous venez d'annoncer. Puis vous qui êtes avec nous ce matin, voilà, on va encore vous offrir une deuxième virée du côté de la Casbah d'Alger. Donc la vieille Médina ouvre ses portes durant Ramadan également, profitez-en. Aujourd'hui, Sabrina Khlifi nous fait découvrir une des plus anciennes mosquées de la Médina, Jama Sidi Ramadan en l'occurrence. À tout de suite. Sur les hauteurs de la Casbah fut érigée la première mosquée de la vieille Médina. Surplombant la baie d'Alger, elle offre aux fidèles une image attrayante de la cité qui épouse dans son élan en un trait continu la mer Méditerranée. Cette mosquée, qu'on découvre à l'angle des rues Al-Zirari et Sidi Ramadan, a été édifiée bien avant l'arrivée des Turcs, non loin de la première Casbah berbère, au haut de l'escalier du boulevard Abdelrazak Haddad, ex-Verdun.
On l'appelait autrefois mosquée de la Kasbah, Jama' Qasba al-Qadima. Jama' Sidi Ramadan est un échantillon des édifices où pria la première population d'Al Jazair. Son architecture est typiquement berbère, avec un lourd minaret carré, des toits en double pente et recouverts de tuiles rouges, comme Jama' al-Kbir et les différents temples berbères érigés à cette époque. Ces 9 travées perpendiculaires au mur de la Qibla reposent sur 18 colonnes massives et lui donnent une allure imposante. Le minaret à plan carré rappelle les oratoires de style maghrébin des XIIe et XIIIe siècles. Jama' Sidi Ramadan possède 50 immeubles dont les revenus des locations assuraient son entretien. Cette mosquée est de nos jours l'un des édifices parmi ceux construits durant la période pré-ottomane, les mieux entretenus aussi bien à l'intérieur qu'aux alentours. Elle ne présente pas de qualité ornementale particulière et semble d'une architecture assez grossière dans l'ensemble. Cette mosquée correspond au cadre pauvre et austère dans lequel priaient les premières populations de la ville d'Alger. Les fidèles continuent à la fréquenter et la grande salle ne désemplit pas le vendredi et lors des prières de l'Aïd. Dès que les mosquées de la cité sont remplies, les fidèles ne manquent jamais de monter jusqu'à cette mosquée pour accomplir leurs prières. Jama' Sidi Ramadan est un symbole de l'attachement des Algériens à leur religion qu'ils ont su préserver au fil des siècles contre vents et marées. Et voilà, comme je vous avais promis au début de l'émission, nous allons ouvrir une page sur un symbole de l'histoire culturelle et aussi nationaliste de notre pays, en l'occurrence Cheikh Allama Ben Badis. Pour en parler, rien de mieux que Dr Ahmed Grigassed, bien sûr. Il est directeur de la culture islamique auprès du ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Il nous accompagne chaque semaine pour nous livrer justement tous les secrets, les symboles de notre culte, le culte musulman. Bienvenue. Merci à vous, bonjour. Sahar Ramadan, comment vous êtes un digne héritier en fait de Cheikh Ibn Badis, puisque vous êtes quand même astrophysicien, un savant comme il l'a été lui-même. Oh, je n'oserais pas me comparer à Ibn Badis. Quand même, on est à deux dimensions différentes. Lui, c'est une autre magnitude. Il a fait ce qu'il a fait. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse prétendre être à la hauteur d'Ibn Badis, parce que ce qu'il a fait pour l'Algérie, ce qu'il a fait pour la nation, c'est quelque chose de très important. Justement, c'est pour ça que le choix s'est imposé, parce que des fois on ne choisit pas, des fois juste on prend et les gens, il y a une priorité. Et Ibn Badis, bien sûr, c'est le symbole de l'Algérie du XXe siècle, c'est le symbole de l'indépendance, c'est le symbole de la renaissance algérienne, et c'est important. Ibn Badis, c'est quelqu'un, et justement, moi en lisant, en travaillant sur un peu la biographie d'Ibn Badis, je me dis toujours, vous savez, chaque fois qu'on présente quelqu'un, on vient vous voir et on vous dit, oui, vous savez, ma'tinalouch haqqo. Et je me suis posé la question, Ibn Badis, il est connu, on a dans tous les coins de rue, il y a plein d'écoles qui portent le nom d'Ibn Badis, il y a plein de rues, il y a plein d'institutions peut-être. Yom al-Ilm célèbre sa mort. Mais est-ce qu'on connaît réellement l'homme, effectivement? Est-ce qu'on connaît Ibn Badis? En fin de compte, on ne connaît rien d'Ibn Badis. Même la première partie de sa vie, la partie de formation, où il est parti étudier en Tunisie, puis il a fait un pèlerinage, il a rencontré des savants, il a reçu des
ijazat. Les ijazat, c'est une licence. Et ce n'est que dernièrement qu'on a pu voir tout ça avec la publication d'un certain nombre de livres sur cet aspect, parce que sa famille a bien voulu remettre des documents et on a été surpris parce que Ibn Badis a gardé même son carnet de notes quand il étudie à Jama' Zaytouna. Oui. Donc on a les notes, on a les appréciations de ses enseignants et on a tout ça. Donc on rentre dans la vie un peu d'Ibn Badis et puis par la suite je suis parti chercher un peu plus loin, glaner ici et là quelques témoignages de ses élèves, de ses plus proches disciples. Qu'est-ce qu'il savait de sa vie, qu'est-ce qu'il aimait manger, qu'est-ce qu'il faisait. Donc, c'est ce qui m'a intrigué un peu. On connaît un peu tout ce qu'il a fait, la création de Mjima'at al-Ulama, le congrès musulman, le déplacement en France, le projet Bloom Violette, les événements de Constantine en 1936 avec le massacre qui s'est passé entre la rixe entre juifs, et puis la tentative de meurtre qui a été perpétrée contre Ibn Badis. Il y a plein de quelques stations. Il y a aussi la partie journaliste, c'est-à-dire que c'était quand même une plume au service de la réforme islamique. Il a travaillé, il a publié, il a créé des revues, des journaux qui ont été interdits par la suite, il les a ressuscités, donc c'est un travail. Il avait même, on voit maintenant sur le net, on peut trouver sa carte d'abonnement au chemin de fer. Donc parce qu'il se déplaçait, il était partout, tout le temps. Donc il arrive, c'est juste à une station, dans le train, il rédige son article, il arrive à la station, il l'envoie poster, et puis il continue le chemin, il va voir les gens, il est dans les zaouïas, il est dans les mosquées. On dit que, par exemple, il était contre les zaouïas. Moi, d'après ce que j'ai lu, je ne pense pas, parce que lui-même est enfant d'une zaouïa, lui-même a été très proche. Son ami, l'un de ses plus proches amis, a été cheikh de la tariqa rahmaniya. Et l'une de ses premières publications a été justement le Mandouma Rahmaniya de Cheikh Bashtarzi qu'il a publié. Et puis il s'est intéressé. Je ne pense pas qu'il... il avait été quand même initié un petit peu par Hamdan Lounissi. Et justement, parce que quand on voit Ibn Badis comme ça, il nous semble que c'est juste une création ex nihilo. Donc, il y a Ibn Badis qui arrive et il fait tout. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière Ibn Badis? Cheikh Lounissi lui avait inculqué quelque chose qui lui a servi toute sa vie, paraît-il. Et qu'est-ce qu'il y avait derrière Cheikh Lounissi? Oui, j'aimerais bien savoir. Moi, je suis là pour savoir. Justement, parce que lui, quand il est né à Constantine, déjà Constantine était devenu un centre culturel important. Et c'était grâce aux travaux d'un certain nombre de cheikhs qui étaient partis à l'extérieur, qui sont revenus. Je citerai en premier Abdelkader al-Medjawi. Abdelkader al-Medjawi, c'est un mot-clé dans l'histoire de la culture algérienne qu'il faut retenir, qu'il faut souligner. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un jour. Abdelkader al-Medjawi, il a fait ses études à Fès. Lui, il est originaire de Tlemcen et ils sont exilés avec l'invasion française, l'occupation française. Ils sont partis au Maroc. Il a étudié à Tétouan, puis Fès, puis il est revenu en Algérie. Les autorités françaises n'ont pas laissé s'installer à Tlemcen, ils l'ont obligé à partir à Constantine. Là, le gars s'épanouit, il va former des centaines d'étudiants. Dont Lounissi. Dont Hamdan Lounissi. Et aussi le Mouloud Ben Mouhoub, qui est devenu par la suite le mufti de Constantine. C'est ces deux qui vont un peu... Au début, le Mouhoub... Par la suite, il y a eu peut-être un malentendu entre Ibn Badis et le Mouloud Ben Mouhoub. Mais avant ça, il a été son prof, peut-être, sûrement. Il a été, je suis presque certain qu'il a au moins assisté à ses doros à la grande mosquée. Donc c'est Lounissi qui le forme, qui l'initie, et puis qui lui demande, il lui fait prendre l'ahd de ne pas prendre de fonction chez l'autorité française. Absolument. Puis il va le rejoindre à Médine. À Médine, il le rencontre. Hamdan Lounissi lui demande de rester à Médine. Il lui dit oublie l'Algérie, installe-toi ici et c'est bon, tu es formé, tu as terminé tes études. Lui, il va par contre demander à un autre savant, Hussein Ahmed al-Hindi. Il lui dit si tu quittes ton pays, à qui tu vas laisser ton peuple? Voilà. Il lui recommande de revenir vers les siens, effectivement. Et il revient.
Et c'est là qu'il va commencer son œuvre, son travail. Il va commencer par l'édition, et puis il se tourne vers le journalisme. Et puis c'est là où il s'épanouit le plus, c'est l'enseignement. Il a eu des centaines d'étudiants. Il n'empêche que l'ONICI lui a laissé quand même une phrase qu'il a marquée à vie. C'est lui-même qui le reprend. Il a dit « Apprends la science pour l'amour de la science et non pas pour le devoir. » Voilà. Il lui demande vraiment d'aimer le savoir et de défendre. C'est ce qu'il a fait toute sa vie finalement. Il a passé toute sa vie à enseigner. Donc il enseignait des fois jusqu'à 13 heures par jour. Donc depuis le Fajr, vous savez que les journées chez nous, elles sont différentes entre les selon les saisons. Selon les saisons, bien sûr, c'est différent. Donc des fois, il enseignait jusqu'à 13 heures, 14 heures, 15 heures par jour. Des fois, c'est 7, 8 cours par jour. Il a fait tafsir du Coran pendant... ça, c'est un document, c'est une lettre de Cheikh Abdelhamid. C'est pour montrer sa calligraphie. Ça, c'est khatou. Oui, d'accord. Pour montrer. On va voir aussi quelques ijazat qu'il a reçus. Donc voilà, Cheikh Abdelhamid. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on voit cette lettre qu'il adresse à son ami qui est à droite. D'accord. Et puis il se déplace. Là, c'est une ijaza qui lui a été donnée à Zaytouna. Ça, c'est la décision, c'est les délibérations de ses enseignants. إعلام من المشايخ النضال لسائر المشايخ المحترمين والمتطوعين المدرسين والمتطوعين بأن التلميذ المسمى أعلاه عبد الحميد بن باديس المتقلد بهذا الدفتر ممن ادعى القراءة ببلده وأجري عليه الاختبار. Donc ça, c'est l'examen d'accès. Il est arrivé, il leur a dit « Je suis assez formé, j'ai une bonne éducation ». Ils lui ont fait un test et ça lui a permis de réduire le nombre d'années d'études à Zaytouna. Il était déjà prêt, il avait été bien formé. Bien formé par son cheikh Ibn al-Lounisi. Ça, c'est l'ijaza que lui donne Bakhit al-Mutti'i, qui était cheikh al-Azhar en 1913. Quand il a fait le pèlerinage, il rencontre cheikh al-Lounisi. Lounisi lui remet une lettre et en revenant, en passant par le Caire, il va voir Cheikh Al-Azhar qui lui remet une ijaza. Il fait une escale, oui, effectivement. Ijaza, c'est en fait une licence. Voilà. Ça veut dire que ce qu'il connaît, il le connaît très bien, il le maîtrise et il peut le transmettre aussi. Ça, c'est l'ijaza de son cheikh Hamdan al-Lounisi. Et là, quelque part, on voit qu'il lui dit que, voilà, عبد القادر القسنطيني ابن الإمام أبي محمد الشيخ سيدي عبد الله المجاوي أطال الله حياته آمين. Donc là, il lui transmet, il lui donne la transmission Sanad et il commence par son cheikh, le principal, c'est Cheikh al-Mudjawi. Donc là, tout ça, c'est l'ijaza, c'est une autre ijaza de Cheikh al-Lounisi. C'est très bien, donc c'est dire un petit peu que c'est ce Constantinois qui était dans comme une famille à ancrage citadin, donc c'était quand même des descendants d'une noble lignée. Exactement. Et en fait, il n'était pas non plus dans le besoin, il n'était pas vraiment... Il était à l'aise, familialement parlant, et il fait le choix quand même. Ça veut dire qu'il a des prédispositions. À 13 ans, il connaissait le Coran, et il fait le choix de cette carrière en particulier, alors qu'il aurait pu juste hériter ce que possédaient ses parents. Exactement. En fait, même quand il a pris la présidence de Jum'iyat al-Ulama, il a été invité ou convoqué quelque part par le gouverneur général, Mirante à l'époque, et il l'a invité ou convoqué avec son propre père. Donc, et là, il lui demande, il lui dit, ok, on vous donne le poste que vous voulez, le Mufti al-Akbar, vous voulez Qadi al-Qudat, tout ce que vous voulez, mais quittez cette Jam'iyya, n'y adhérez pas, ne prenez pas cette responsabilité. Et puis, il y a son père qui a eu peur pour son fils, il lui demande, s'il te plaît, ne te fais pas de mal, ne nous fais pas de mal, sois sage, fais le bon choix. Et lui, il décide de rester. De refuser, comme lui avait justement conseillé son maître. C'est sa vocation. Donc, c'est des gens qui sont mus par une inquiétude interne. Il y a une dynamique qui s'installe, c'est le questionnement, l'éternel questionnement interne. Il voit autour de lui, il ne voit que misère, que souffrance. Donc, il doit faire quelque chose. Il sent le devoir de faire quelque chose pour changer tout ça. Il faut qu'il le fasse, c'est sa vocation. Et à la fin, il meurt. Il meurt d'épuisement, selon une version. D'autres versions disent que pour d'autres raisons, mais apparemment il est mort d'épuisement, il est mort assez jeune, il est mort à 51 ans, très jeune.
Il y a un événement très important dans sa vie, c'est la perte de son fils. Là, on voit justement l'enterrement. Ça, c'est l'enterrement de On Cheikh assisté, Belmadi. paraît-il, 20 000 personnes, si ce n'est plus. Ah oui, des milliers de personnes. Des milliers de personnes Ça a ont été un choc. assisté aux obsèques de Cheikh Ibn Badis. Ils sont venus de partout. C'était une grande perte, oui. Ils sont venus de partout, il avait des élèves de partout. Et c'était une perte prématurée. Ibn Badis, sa mort a été très prématurée. Donc il pouvait donner plus et peut-être. Mais je pense qu'il a quand même eu une contribution quand même qui a permis l'éveil des consciences, l'éveil des esprits, la levée de l'obscurantisme, de cet islam aveuglant qu'a voulu instaurer comme, et répandre le colonisateur. Lui, il a mis des barrières et des jalons qui sont précieux pour la nation algérienne. Vous savez, Ibn Badis était tellement conscient, donc il enseignait, il a répondu l'espagnol, l'enseignement à tous les niveaux, à tous les élèves. Donc quand ces élèves n'avaient pas les moyens, il y a des élèves qui venaient à Constantine, il n'y avait pas assez d'espace, donc ils changent de mosquée, ils passent de Jamal Kibir, où il a enseigné. L'Akhdar que j'ai visité, une toute petite mosquée comme ça dans une ruelle. Et puis il est passé aussi, il enseignait en parallèle à Sidi Qmouch, une autre mosquée à côté. Et puis il voit que ses élèves n'arrivaient pas, n'avaient pas les moyens, les pauvres. Donc il demande aux gens, il crée une association pour les aider, pour les nourrir. À un certain moment, il rentre en contact avec une association syrienne, c'est Dawhat al-Adab en Syrie. C'est une association qui enseigne aux filles. Donc, il élabore des contacts pour envoyer un groupe de filles pour étudier en Syrie. Donc, c'était pas facile à l'époque d'inculquer ça. Mais il avait des projections, il avait des projets pour la nation, il avait des plans. Et puis tout de suite après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et puis il décède aussi en 1940. Donc le projet n'a pas vu le jour. Donc, mais il n'empêche, il avait quand même défendu haut et fort l'émancipation de la femme algérienne à travers l'accès au savoir. Donc l'accès à la médersa était ouvert aux filles autant qu'aux garçons. C'est ce qui était... comment elle s'appelle, la ministre, Lounissi. Oui, Lounissi, on connaît. Oui, c'est un fruit de l'école d'Ibn Badis. Elle a fait l'école d'Ibn Badis. Donc il n'y a pas qu'elle, il y a plein de femmes comme ça qui ont profité de ce qui a été fait par la génération qui est venue par Ibn Badis. Donc c'est l'école d'Ibn Badis. Il y a aussi l'encadrement de l'émigration. C'est l'un des premiers à penser aux émigrés algériens qui étaient abandonnés en France, qui travaillaient dans les mines, qui travaillaient dans les usines, qui n'avaient rien. Donc il envoie un groupe d'enseignants, entre autres le Fodil Lourtilani, Zmouchi, je pense que Saïd Salhi. Donc il envoie tout un groupe pour les encadrer. Et il les envoie intelligemment parce que là où il y a une concentration d'arabophones, il envoie quelqu'un d'arabophone. Là où il y a un berbérophone, il choisit la bonne personne. Donc pour que les gens soient en contact, se trouvent à l'aise, posent leurs questions et puissent se retrouver. Donc il pense à l'encadrement des émigrés. Il est derrière le début du scoutisme en Algérie. Absolument. Et puis il y a un fait très important. Ça, on commence un peu avec les anecdotes. La mort de l'Amir Khaled, qui a été exilé par la France en 25, il est mort, je pense, en 36. Et il y a Ibn Badis qui fait Salat al-Ghaib sur l'Amir Khaled, qui est déjà une manifestation d'opinion. Parce que choisir de faire Salat al-Ghaib sur l'Amir Khaled, ça veut dire qu'on adhère aux thèses de l'Amir Khaled, ça veut dire qu'on respecte ses opinions. Il y a aussi, si vous voulez, je voulais parler tout à l'heure d'un fait très marquant dans sa vie, c'est la perte de son fils. Oui. Il avait un petit-fils, un jeune fils de 11-13 ans, qui est parti dans la ferme familiale, il joue avec le fusil de chasse et accidentellement, donc il trouve la mort. Il enseignait, il était en plein cours, on vient, on lui donne l'information. Il continue, il termine le cours, il était juste assis, il demande aux élèves de partir, de quitter la salle, il commence à sortir, et puis les élèves commencent à voir les larmes couler sur la barbe. Il s'est retenu, il a terminé le cours, et puis il ne pouvait plus se retenir, c'était un fils unique qu'il avait, c'était son fils le seul, il est mort très jeune. Ibn Badis, par exemple, ses élèves disent que son plat préféré, c'était le khobz ou le ben. Quand il était invité, il demandait aux gens... Le repas du pauvre, en fait. Exactement. Voilà. Il était très
Il était en fait un A7. Il était A7. Il était donc même dans ses habits, il s'habillait très humblement, malgré que, comme vous le disiez, il était riche. Donc c'est le khubz ou le ben. Quand il est invité, il demande à l'hôte est-ce qu'il y a du couscous. Il lui dit oui, il y a du couscous et ça et ça. Il lui dit moi je prends juste le couscous avec du ben aussi, pas plus que ça. Simplement. Et s'il n'y avait pas de couscous, donc il se contentait d'un seul repas. Donc il n'aimait pas les menus différents et variés. Une fois, il y a l'un de ses élèves qui rentre, qui portait un nouveau burnous, qui est tissé avec le tissu, probablement, non? Non, pas ça. Donc, c'était quelque chose qui a été tissé par les usines françaises. Donc, il était pompon, tout fier de le porter. Et puis, il rentre, il y a Ibn Badis qui le voit, il lui dit « Moi, je préfère porter le burnous que tisse ma mère que le burnous que tisse sa bru, donc le darra. Donc, il l'appelait la bru. La bru, exactement, darra. Il y a plein d'événements comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Ibn Badis? Ah oui, quand il termine ses études, il rentre, il revient de Tunisie, donc il frappe à la porte, il y a le père qui ouvre la porte, et il voit son jeune garçon qui est devenu tout grand, qui est revenu, il a terminé ses études, c'est bon, et il demande, il appelle sa femme, il lui dit Zagarti ou lidka ou arja alim, ou la alim. Et Ibn Badis racontait à ses élèves que jusqu'à l'époque où il racontait, c'est Ali Marhoum qui raconte ça, il leur dit il y a encore le you-you de ma mère qui retentit dans mes oreilles, j'entends toujours son you-you. Et il leur dit, avec ce you-you, j'ai senti aussi la gravité et la lourdeur, le poids de la responsabilité. Donc s'ils étaient tout fiers, c'était parce qu'il y avait quelque chose de derrière. Oui, parce qu'il a défendu justement jusqu'au bout l'identité algérienne. Exactement. À travers son arabité, son islam et également les fondements de la nation algérienne, comme vous le disiez, sur les pas de l'émir Khaled, de l'émir Abdelkader et tant d'autres. Donc merci beaucoup, merci à vous. Docteur. C'est jamais assez en fait avec vous, on a toujours envie d'en savoir plus. Mais bon, rendez-vous est pris certainement pour la semaine prochaine. Inch'Allah. Mardi prochain, on découvrira certainement un autre symbole de notre culte musulman. Passez une excellente journée. À vous aussi. Très bien. Je termine avec juste une parenthèse qui va être le tremplin pour la séquence suivante. C'est que Cheikh Allama Ibn Badis a aussi été à la base de la création d'un club sportif, un club de football. Le MOC en l'occurrence, et c'est ce que beaucoup de personnes ignorent, et c'est mon tremplin pour annoncer la séquence suivante, puisque nous parlerons de football et de ses héritiers, de Cheikh Abdelhamid Ibn Badis, qui font beaucoup pour le sport dans la mosquée. A tout de suite. Avant de parler de football, nous allons tout de suite parler d'un autre sport, une autre activité sportive qui est un petit peu aussi ludique. On va parler de paintball et les ambassadeurs du paintball en Algérie sont déjà là avec nous. Bienvenue à Mahidine Salim. Bonjour. Vous êtes le président de l'association algérienne de paintball série. Et puis vous travaillez aussi au Cériste. Hein. C'est-à-dire que vous avez un métier, mais que vous avez une association aussi qui est donc le paintball, une passion pour le paintball, tout à fait. Très bien. Donc l'association algérienne de paintball compte de nombreux membres, des membres fondateurs aussi, en l'occurrence. Voilà, il en fait partie. Ahmed Ouar, bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bonjour à vous. Bonjour mes chers téléspectateurs.
Ah, bonjour. Voilà, j'imagine que voilà, tous les passionnés de paintball vont être accros ce matin comme ça. Ils vont vous suivre avec beaucoup d'attention. On va parler d'un événement, un très bel événement justement, qui va faire plaisir aux passionnés de paintball. Alors, qui va commencer? Si vous voulez. Allez-y, Mahid, Très bien. donc dites-nous tout. Donc, alors voilà. C'est imminent en tout cas, c'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours, Oui. c'est plus exactement ce week-end, Inch'Allah. Donc ce sera pour ce samedi. Oui. Alors pour ce samedi, on va reprendre le paintball. Donc il faut savoir qu'on a eu un temps d'arrêt durant ces premières quinzaines du mois de Ramadan. Eh oui, l'énergie manque hein, pendant Ramadan. Pourtant, c'était pour préparer justement ce qui va venir. Oui, j'imagine que vous avez concentré toute l'énergie pour la préparation de Voilà. cet événement. De quoi s'agit-il? Alors, de quoi s'agit-il? Au fait, donc, on sera au niveau de l'Ashur dans quelques jours. C'est un hangar qui a été mis à notre disposition par le ministère de la Culture pour justement pratiquer le paintball. Oui. Très bien. Alors, donc, alors, en fait, il faut savoir que c'est la première fois qu'on a un terrain fixe ou un emplacement fixe, un espace fixe pour le paintball. Alors, il faut savoir que d'habitude, on pratique le paintball au niveau de la forêt de Bainem. Généralement, c'est les week-ends, donc les vendredis et samedis. Et là, actuellement, ce sera au niveau de l'Ashur. Et là, on voit toute l'équipe, justement, de tous ces passionnés, c'est les beaux joueurs, les adhérents de l'association. Entre autres, oui, il doit y avoir certains adhérents. Donc, pour jouer au paintball, on peut ne pas adhérer et jouer au paintball. L'adhésion est facultative. Et à partir de là, donc, on peut jouer au paintball. J'imagine que c'est un bel espace d'échange que vous offrez tous les week-ends. Mais vous dites, là, ils sont en train de viser quelqu'un, là, c'est bon. Il y a quelqu'un qui est dans la cible, là. Oui, donc c'est quand même, il y a du plaisir, j'imagine. Ouais, donc le paintball, c'est une activité qui est physique d'un côté. Et qui est très stratégique aussi, tactique. Donc voilà, donc c'est pour les grands, les petits. Oui, j'imagine dans un espace comme la forêt de Bainem, qui est un espace mobile, donc vous installez un peu des obstacles et vous constituez des équipes. Très bien. Alors justement, c'était alors placer le problème qu'on a dans les terrains mobiles, c'est qu'on doit placer les obstacles en matinée et les enlever en soirée. C'est pour ça qu'on mettait des obstacles au niveau de Bainem, uniquement des planches en bois, etc. Oui. Et là, au niveau de la chose, ce qu'il y a de nouveau, c'est comme c'est un terrain fixe, c'est des obstacles qui sont fixes. C'est-à-dire, on peut mettre tout ce qui est des pneus, des bottes de foin, voilà, c'est pas la peine de déplacer à chaque fois. Donc on va trouver des pneus, des bottes de foin, on va trouver des palettes, on va trouver plein d'obstacles qui sont très intéressants pour les joueurs de paintball. On va revenir maintenant à Ahmed qui va nous parler un petit peu de l'équipement. Donc on vient de voir que tous les joueurs du paintball sont habillés avec un équipement spécifique. Oui, donc est-ce que c'est dangereux? On voit tout le monde en casque. Non, c'est pas dangereux, c'est juste par précaution, c'est juste par sécurité. Il y a des normes de sécurité à respecter en jouant le paintball, à savoir le masque de protection, le gilet de protection, les gants et l'arme du paintball. C'est aussi un plaisir de se mettre en uniforme, d'être en équipe. J'imagine que ça aussi, ça fait partie un peu de la magie de ce sport et loisir en même temps. On peut dire que c'est les deux en même temps. Oui, bien sûr, c'est un sport et c'est un loisir. C'est un sport et c'est un loisir. On tire les familles à jouer au paintball, à passer un temps festif et convivial. Et vraiment, c'est très agréable aux jeunes qui viennent se décompresser, oublier les problèmes du quotidien. Et puis s'identifier à leur héros des jeux vidéo, j'imagine. En l'occurrence Counter-Strike. Voilà, Counter-Strike. Là, ils vont se mettre à se tirer dessus, à s'amuser quand même. Voilà. C'est bénin quand même. On se tire des boules de couleur. Alors en fait, c'est des billes de peinture qui éclatent à l'impact. Donc dès qu'on est touché, on a le joueur qui a sur son plastron de sécurité, qui a une tache de verte, une tache bleue, jaune, etc. selon les billes. Et donc la personne est out. Donc elle lève la main, elle sort pendant 2 minutes. Il faut savoir qu'il y a des arbitres, il y a des encadreurs, etc. Donc la personne est out pendant 2 minutes. 2 minutes après, elle peut reprendre la partie. Oui. Voilà, ça lui permet aussi de se reposer un petit peu parce que c'est assez physique. Il faut dire que vous êtes leader en la matière. Vous avez installé tout ça à la forêt de Bainem depuis 4 ans déjà, c'est bien ça? Oui, depuis mai 2014. Oui. On a commencé l'activité paintball en Algérie. Pour le terrain, tous les matins, on installe le terrain avec le filet, avec les obstacles, la zone technique, et on désinstalle ça à la fin de la journée, ce qui est fatigant. Mais contrairement à l'Ashur, Inch'Allah, c'est un terrain fixe avec un hangar, avec des obstacles fixes, avec un terrain fixe, et ça va nous aider pour avancer, Inch'Allah. Des parties d'une demi-heure chacune, à peu près, des créneaux d'une demi-heure de jeu, très bien, avec tout le matériel fourni.
C'est ça, avec un débit de peinture, Oui. avec Et quantité puis l'occasion de s'amuser en groupe, c'est pas mal. C'est ça, oui, Ouais, c'est ça. c'est ça, Justement, c'est c'est- notre but dans cette activité. du De paintball. créer quand même des Voilà. espaces comme ça qui s'offrent aux groupes, aux personnes qui souhaitent être entre amis, Tout à fait. en Et famille. ce qui est aussi de très intéressant au niveau Ouais. de la Hachol, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, il y avait la Médina au niveau du stade du 5 juillet. Oui, on se rappelle Très de cette bien. Médina du 5 juillet. Et Là, juste- ça va être délocalisé. Alors justement, cette fois-ci, ce sera aussi au niveau de l'Ashor. Donc le Très bien. paintball est uniquement l'une des activités qu'il y aura au niveau de la Médina de l'Ashor, qui ouvrira justement, Inch'Allah, à partir du 2 juin. Voilà, 15e jour de Ramadan. Tout à fait, voilà, tout à fait, le 15e samedi jour 2 de juin. Ramadan. Et cette Médina aussi sera riche en activités. Donc elle rejoint le côté culturel et le côté loisir. Pourquoi côté culturel et loisir? Parce qu'il y aura côté loisir, il y aura un mur d'escalade, il y aura des espaces de jeu, notamment pour le billard, pour pour le baby-foot, des gonflables pour les des enfants, gonflables espaces pour de les jeu. enfants, Oui, des espaces de garderie pour les plus jeunes, Beach soccer, etc. pour les beach aussi. Voilà, C'est ça, exactement. les khaymas. Ah, c'est pas mal, Il y aura ça. une khayma, il y aura des concerts de musique. Oui. Donc là, on rejoint le côté Cinéma. ludique, donc loisir. Il y aura un cinéma en Il plein y aura même la air, il y aura projection une... des matchs. Très Les matchs de bien. la Coupe du Monde. Oui. Voilà. Oui, des Ah. projections des écrans géants là-bas. Excellent. C'est dire que cette Médina restera du mois, au-delà du mois de Ramadan. Justement, Tout à c'est-à-dire- fait. Jusqu'à 30 septembre. Voilà, Jusqu'au normalement, mois c'est de septembre, jusqu'à la fin du mois de septembre, Inch'Allah. Très bien, donc voilà, il y a de quoi s'amuser. Bien hein, s'amuser, pendant donc oui. cet été, voilà, Ouais, c'est un nouvel espace de jeu. En fait, c'est un espace qui est complet. C'est-à-dire, une famille peut venir, ils ont où mettre les petits-enfants, il y a l'espace pour les Un plus grand jeunes, parking. les moins jeunes, il y a un grand parking aussi qui peut accueillir près de, je sais pas, dans les 500 véhicules, voire plus. Hein. Oui, Il voire est immense plus, le voire parking, c'est un très grand espace. En fait, c'est juste à côté de l'arrêt de bus de Ouadraman. Très bien. Donc, C'est juste pas à loin de côté de Ouadraman. rond-point, c'est pas loin. C'est la route qui emmène vers Draria, Juste à Al-Ashor, côté etc. du rond-point. Très bien, Voilà, donc c'est- accessible. Voilà. Enfin, C'est j'espère, un endroit hein, très qu'il y aura agréable. pas Là, actuellement, il y a toute une équipe qui est en train de faire un très bon travail. Il y a le gazon qui a été installé, tout ça. Moi, je vous invite à venir en tout cas à partir du mois, enfin à partir du 2 juin, le Inch'Allah. samedi. Très bien, À partir super. de 21h30 jusqu'à 3h du matin. 21h30 jusqu'à 3h du matin. En fait, vous préparez le terrain déjà, vous aussi sur la toile, vous publiez pas mal par rapport à l'événement. On a Donc, vous préparé avez une ça, oui, page oui. Facebook également. On a une page Facebook Association Algérienne de Paintball. On a mis tout ça, on a imprimé les affiches. Ils sont sur le terrain et même sur notre page Facebook. On a tout préparé pour ça, pour cet événement grandiose. Donc on peut vraiment s'informer juste en allant sur la toile. Voilà, et donc voir- sur notre page Facebook, www.facebook.com/paintballdz, ou bien juste sur simple recherche sur Facebook, Association Algérienne de Paintball. Quoi qu'il en soit, on mettra encore d'autres publications au courant de la journée d'aujourd'hui et probablement demain, avec éventuellement des photos de l'avancement Et même pour le ce qu'on est en train pointage de faire GPS là-bas. aussi. D'accord. Et aussi pour l'emplacement, très, très bonne remarque. Donc Alors, on oui. est... Une petite carte peut-être. alors tout à fait, donc il y a la Maps, donc sur Google vous pouvez mettre Paintball Al-Ashor. Très Et bien. vous serez dirigé directement par GPS à travers votre téléphone sur l'emplacement Ah bah, exact. vous avez simplifié la vie à tout le monde, c'est ouais. très bien, c'est excellent. moi, je rappelle aussi que maintenant, c'est vrai que certaines personnes vont peut-être hésiter, se dire ah c'est pas au centre-ville, ça va être loin, on va être pris. Il faut dire que maintenant, il y a des jeunes comme vous qui ont créé des applications pour le transport. Tout à fait. En l'occurrence, on va les rappeler parce que c'est quand même encore frais sans faire de pub. Il y a Yassir, Coursa et l'autre, j'oublie toujours. Ah, il y a 3 applications en tout cas, sont Ouais, un très bien. transport et Très bien, ça facilite c'est très bien, pour les gens, ça oui. facilite, on peut faire le covoiturage si on est en groupe, comme c'est des jeux qui se pratiquent en groupe, on peut aussi faire le covoiturage et aller dans un même véhicule. Inutile de prendre 3-4 véhicules pour arriver, n'est-ce pas? Justement, oui, c'est ça. C'est bien. C'est En une tout façon cas, aussi de diminuer les embouteillages. oui, absolument. J'aimerais dire un mot encore sur cette association algérienne Paintball, donc qui existe depuis 2014. C'est bien ça? Alors, elle a été créée en 2011. hein. 2011, Elle a quand été même, créée en 2011. On a eu notre agrément aussi en 2011. Ça a été très rapide pour l'agrément. C'est un agrément du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Mais ce qui a tardé, par contre, c'était les autorisations par rapport au matériel lui-même. C'est-à-dire Oui. qu'il faut savoir que les lanceurs de paintball sont considérés comme des armes. Oui. Et ça nécessite, bien sûr, donc Des une procédure, etc. autorisations, Donc, des des autorisations procédures. qui a mis quand même 3 ans. Hein, puisqu'on a commencé en 2014. Voilà. Excellent. Donc voilà qui est dit par rapport à cet événement. Rappelez-vous, mesdames, messieurs, si vous avez raté le début, le 2
prochain, donc le 15e jour en l'occurrence de Ramadan, vous pouvez découvrir cette Médina avec tout ce qu'elle offre comme loisir. Mais bien sûr, les plus jeunes seront certainement séduits par le paintball qui sera un petit peu géré par l'équipe de l'association algérienne de paintball. Donc voilà, merci beaucoup. Donc c'est à partir de 21h30, vous le disiez. Inch'Allah, pour le mois du Ramadan, à partir de 21h30. Et quand ce sera le Ftar, Inch'Allah, ce sera à partir de 16h, 17h environ. Ouais. De toute façon, toutes les informations seront partagées via, je pense, les télévisions et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. En tout cas, tout le monde aura déjà mangé. On a besoin de se dépenser après avoir mangé. Mais dites-moi tous les deux, quelques heures avant l'iftar, disons la dernière heure, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des envies de quelque chose en particulier, d'aller comme ça à la dernière minute au marché, d'acheter quelque chose? Alors, personnellement, la dernière heure, juste avant l'iftar, ce que je fais, je pars au jardin et j'arrose un petit peu. Ah, c'est pas mal. Et vous J'ai fait des courses pendant la dernière heure de Et il vous arrive d'acheter des choses comme ça que vous n'aviez pas du tout prévues à la base? Oui, justement, ça m'arrive souvent d'aller au marché, de voir quelque chose et je l'achète comme ça, juste par gourmandise. Oui. Le produit le plus insolite que vous ayez acheté, c'était quoi? C'est des... Du makrout. Oui, c'est oui, c'est ça. Bien. En tout cas, on va parler dans le reportage qui va suivre, on va un petit peu découvrir les envies de dernière minute des citoyens qui étaient au marché et qui ont été rencontrés par l'Amia Boudbouda. Certains sont assez marrants, vous allez voir. L'heure indique 17h10. Le lieu est un célèbre marché du centre de l'Algérois. Les habitants des alentours font les derniers achats quelques heures avant l'iftar. J'ai acheté justement un plat en terre cuite pour mon petit-fils. Je mangeais pour la première fois chez moi pendant le Ramadan. Le pain, l'aliment roi des tables ramadanesques. Sa bonne odeur tétille les narines des jeûneurs et tout y passe. Matlour, baguette, fougasse, pain aux olives et autres. On voit, on mange, si vous voulez, si j'ose dire, avec les yeux. On achète, voilà, on achète du pain. تشاي كلش اختي الطروطوار تشاي صايمين كيما دوك هاد الخبز هذا حبيت نديه كاع للدار ماذا بيا كاع نديه ناكلو كاع بصح ومن بعد ما تاكلوش كاع. Les fruits tiennent la dragée haute au pain. Le choix est large et la pastèque semble régner en maître. من الخدمة نهبط نشري مارشي نضيع وقتي نشرو كيما اليوم تعيد اللاعة هاي لك. تقريبا المناخ الاجتماعي نفسه الموجود بالجزائر موجود بسوريا. اشتريت ايه؟ اشتريت اليوم فواكه حب الملوك واشتريت المشماش واشتريت الجبس اللي بتقولوا له حب الدلاع كمان. Là, c'est mon jour de repos, donc je suis sortie pour marcher un peu et acheter quelques fruits. En soirée, les gâteaux et petites douceurs agrémentent un bon thé à la menthe et semblent attirer les foules. Les dernières heures du jeûne, on sort acheter des sucreries. Par exemple, قلب اللوز, قطايف, حاجة اللي يطلع لنا السكر من بعد. Toute la journée, on fait le carême. Donc, après la shorba, automatiquement, je prends un قلب اللوز. Et entre les jeûneurs gourmands déambulent des pères de famille raisonnables. Généralement, je n'achète pas quand je me balade. Je profite un petit peu du bon temps, des derniers instants, des derniers instants dehors. Les préparatifs, je crois que je les prévois le matin. Donc, je n'achète pas, généralement pas le soir. Tout cela résume bien la locution latine « ventre affamé n'a point d'oreille ». Cependant, essayez d'équilibrer vos repas en veillant à apporter des aliments de tous les groupes alimentaires et surtout, hydratez-vous. Et oui, hydratez-vous autant que possible pendant le jeûne, c'est très recommandé. Merci de rester avec nous dans Bonjour d'Algérie ce matin. Nous avons le plaisir aussi de continuer et avec des invités qui viennent nous parler de sport également. Je l'avais annoncé tout à l'heure, nous allons parler tout de suite de la Coupe d'Algérie intermosquée. Et pour en parler justement, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'imam Jamal Bendamerdi. Bienvenue.
Très sportif, paraît-il. Oui. Oui. Et puis, Monsieur Cherif Bournel, président de l'association Nedjma, qui est à l'origine de cette belle initiative, qui gagne en pérennité. Bienvenue. Bonjour, madame. Heureuse de vous retrouver une année après. Donc, on va parler de la nouvelle édition, donc 2018. Oui. Avant tout, je tiens à vous remercier, ainsi que votre équipe, l'aimable équipe de Canal Algérie, qui nous a permis de médiatiser l'événement. Médiatiser l'événement, exactement. C'est exactement. Votre tribune, ça vous appartient. Je profite de l'occasion de vous dire encore Saharam Dankom, ainsi à toute votre famille. Toute la famille de Nedjma. Toute la famille de Nedjma, de loin et de l'autre mer. Aussi, il y a des membres qui y sont à l'autre mer. Très bien. Alors, oui, ça se passe bien, les préparatifs, comment ça se déroule cette année pour l'édition 2018, où en êtes-vous? Bon, l'édition 2018, je tiens à préciser que l'événement sportif, avant de commencer, a réuni plusieurs figures sportives. Très bien. Dans cet événement, même des journalistes. La Coupe d'Algérie ainsi réunit aussi des imams. Est-ce qu'on peut citer un nom parmi ces figures quand même connues du sport? Tel que Bergiga, l'ancien joueur de la JSK, tel que Amirat Samir, ancien joueur du SMA d'Alger, Msès, ancien joueur du MCA d'Alger. Aussi, il y a des journalistes qui participent à cet événement, des artistes. L'événement, la Coupe d'Algérie d'Intermosquée a réuni aussi des imams, des fidèles des mosquées, ainsi des jeunes, des quartiers populaires. Oui. Dans le but, c'est lutter contre les fléaux sociaux, la violence dans les enseignes sportives, etc. etc. C'est-à-dire offrir un espace sain pour l'esprit et pour le corps. Donc, les jeunes, au lieu de s'adonner à des fléaux, comme vous le disiez, vont pouvoir trouver une activité qui va leur permettre de s'évader, de faire du sport, ce qui est bénéfique pour le corps. Et c'est très bien, c'est très bien. Notre premier objectif, c'est lutter contre les fléaux sociaux, la violence dans les anciens sportifs. En secondo, c'était pour l'amélioration du corps humain, l'amélioration des activités concernant l'humain. Mais il y a un adage populaire qui dit en arabe effectivement. Effectivement, oui. Un esprit sain, c'est dans un corps sain qu'il doit être. Je profite de l'occasion aussi de remercier Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, ainsi que son homologue ministre des Affaires religieuses du Waqf, qui nous a permis à concrétiser cet événement sur le terrain, son soutien. Son plein soutien pour l'événement. Plein soutien pour l'événement. On en est à quelle édition actuelle? C'est la deuxième édition qui a. Actuellement, on est en la phase de wilaya. L'année passée, on a compté jusqu'à 30 000 participants sur le territoire national, de l'extrême sud, du Taman al-Assad jusqu'à Alger, Tbessa, Tlemcen maintenant. Avec mon ami et mon secrétaire général de l'association, on a fait le tour d'Algérie, on a tout vu, on a participé à plusieurs rencontres de la Coupe d'un mosquée. La chose la plus importante, que l'intermosquée a réuni plusieurs personnes. Elle n'est pas destinée uniquement aux fidèles des mosquées. Très bien. Elle est destinée à toute couche catégorie de la société. On a vu des jeunes, des imams qui pratiquent le football. Même Monsieur le ministre, je profite de l'occasion de lui saluer. Il a été étonné, une équipe qui se compose d'un imam, un jeune, un journaliste. Maintenant, c'est la société algérienne. C'est très, très, très varié. Donc, dans les origines, on va demander quand même à notre imam sportif, donc M. Djamel Bendamerdi, de nous dire un petit peu qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, en tant qu'imam. Est-ce que ça vous a ouvert des voies vers les jeunes? C'est-à-dire que là, vous transmettez un petit peu la voie de l'islam à travers la jeunesse. Et est-ce que ça vous a permis d'avoir un accès aussi, quelque part, avec les personnes avec qui vous pratiquez le sport? Est-ce que ça vous a aidé à pratiquer votre métier de base, en tant qu'imam? Oui. Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أنا دجال رياضي رياضي ورجل دين وهذا الرياضة يعني
حنا حبينا نهبطوا للميدان وي باش على الاقل الشبيبه هذه يعني نعطوا لها نظره حسنه، والشبيبه هذه باش يعني يكونوا قدوه تاعها. وي لعل وعسى على جال واش راه يصرى في الملاعب، واش راه يصرى يعني في الامور السلبيه. حبينا حنا على الاقل كاين بزاف العنف، كاين بزاف يعني حبينا يعني نهبطوا للميدان باش يكونوا قدوه. وهبطنا رجال الدين للميدان، هبطنا الائمه، هبطنا يعني لي فيدال تاع لي موسكي، على الاقل الناس تدي عليهم نظره حسنه. وهذا يحبب الاسلام بالنسبه لي جون اللي بالك يبعدوا على الدين ساعات ما عندهمش نظره، ما عندهمش تصور يعني مكتمل للدين، دونك يعطي لهم يعني قفزه نوعيه نحو التحبيب يعني الديانه. بيان سور حنا كي نولوا كنا صغار، حنا اطراف لو سبور جبنا الناس كما يقولوا للمسجد، وجبنا حببنا لهم الدين كذا غير يعني بهذه الرياضه. وماذا بينا دوك مادام كي ولات فيها بزاف امور تاع عنف وامور سلبيات وكذا، يعني قلنا اطراف الرياضه وبناس اهلها واهل الدين، على الاقل الناس تنقى شويه من الامور السلبيه هذه، من السب من الشتم. فوالا يكون عندنا شبان صالحين ان شاء الله، ان شاء الله يحبوا دينهم، يحبوا تانيك الرياضه ويمارسوها بشكل جيد. Je le disais tout à l'heure avec docteur Guéliga Hassan qui était ici même. On a parlé aujourd'hui de Cheikh Ibn Badis qui avait lui lancé aussi cet appel à travers les jeunes et qui avait constitué la création du MOC de Constantine revient à Cheikh Ibn Badis par exemple. Un club sportif. J'ai eu l'occasion de le couloir maintenant. J'ai appuyé votre témoignage. Et effectivement, on a fait une recherche l'année passée. Le MOC de Constantine a été créé par l'imam Ibn Badis, exactement avec son ami de lutte, Cheikh Ahmed Hammani, Rabbi Arhamam, les deux. Ils ont créé, ils l'appelaient l'équipe des ulama. Oui. L'équipe de la Mouloudite Ulama Constantine, c'est ça. C'était ça, oui. On a eu un petit entretien avec le fils de Ahmed Hammani, Mahmoud, que je lui passe le bonjour à travers ce plateau. Mahmoud Hammani, il nous a donné des photos. Malheureusement, si j'avais su que c'est le monsieur, j'avais ramené la photo de Blue Badis dans le stade Abdelmalek Ramdan à Constantine, un jour de rencontre de football. Non, moi j'aimerais quand même qu'on reste sur le... C'est bien, vous êtes des dignes héritiers de Cheikh Ibn Badis et justement de Cheikh Hammani. Mais voilà, cette édition, cette deuxième édition, connaîtra la finale à quelle période exactement? La finale... Après les présélections, les éliminatoires. La finale, on prévoit la finale juste après l'inauguration, Inch'Allah, de la grande mosquée d'Algérie. Très bien. C'est prévu pour le mois de décembre, Inch'Allah. Inch'Allah, ce sera une grande fête. On sollicite, enfin, on prévoit inviter une équipe de la Palestine. Très bien. Qui a fait l'intermosquée aussi au territoire occupé en Palestine. Une équipe aussi de la mosquée de Creil à Paris. C'est nos frères et... En fait, des Algériens. Vous leur avez inculqué ça, vous avez un petit peu répandu le concept. Je te fais une confidence. L'intermosquée actuellement est devenue internationale. Nos homologues, nos voisins tunisiens ont fait la même chose l'année passée. La Coupe Tunisie d'intermosquée, la Jordanie. Et vous allez plus loin encore. Si vous consultez notre page Facebook, il y a aussi l'intermosquée à Madagascar. Oui, c'est très bien. L'extrême sud-africain. L'extrême sud-africain. Très bien, excellent. Comme a dit M. le ministre, on doit demander droit d'auteur. Normalement, les droits d'auteur vous reviennent parce que vous avez été les premiers à lancer ce concept d'une coupe justement intermosquée et bien sûr qui connaît de plus en plus d'adeptes, d'engouement. Voilà, la mobilisation, elle est certaine. Là, vous êtes en pleine préparation. Sincèrement, j'ai assisté à des rencontres. Sincèrement, si vous venez voir, le niveau est le top niveau. On dirait que vous venez voir un match de gala, un match de National Union de la championnat d'Algérie, avec des vedettes, avec une influence. Un public, j'imagine. Public, c'est extra, c'est super.
C'est super. C'est et super. Ça se déroule gentiment, Oui. avec le fair play que nécessite justement une telle épreuve. Pas tellement le fair play. Ah bon, des fois, ouais, ça- pas tellement. Il y a des risques. Il y a des Oh mauvais là là. perdants. Il y a des mauvais perdants Mais qui n'acceptent pas. heureusement qu'il Mais y a- dans l'éthique sportive. Hein. Mais Dans heureux- l'éthique sportive. voilà, dans l'éthique. Et heureusement que les imams sont là. Donc, dès qu'ils sont là, ils se mettent debout. J'imagine qu'ils ont honte, ils s'arrêtent. Ouais. C'est vrai? Vous les impressionnez comme ça. Ils disent, ah, il a le chétan. un peu de sagesse. افون شاك رونكونتر وي. نمد لهم رساله وي. باللي حنايا ما نلعبوش الفوتبول Très من bien. اجل الفوتبول باللي هاي اللي يعني الرساله كيفاش نلعبوا الفوتبول للتقارب للمحبه رسالة أخوة، هذه رسالة هي. أخوة هذه هي. أكثر منها رسالة يعني رياضة. Très bien, très bien. Donc on arrive déjà au terme de l'émission. Donc si vous voulez transmettre un message en particulier, une annonce à faire par Oui, rapport à cet je événement. tiens à remercier le président de Fédération Sport pour tous, M. El Hadi Moussab, ainsi que mon ami aussi, Abdelkrim Chouchaoui, l'ex-international de handball, président de Fédération Sport et Travail, pour son collaboration dans ce tournoi. Je le remercie. Ainsi, je remercie tous nos fidèles, tous nos adhérents à travers le territoire national. Je peux citer même le nom. Et spécialement, je cite Rahaya Rachida, le boîte noire de l'association Djema. D'accord, très bien. Elle est, ainsi que nos fidèles à l'étranger, tels que Lies Turki, Nabil Bournan à Canada ou l'Angleterre, l'Écosse, la Hollande, en France. Ah Momo, je te salue Momo à Paris. Excellent. Ouais, donc. le capitaine d'équipe de Mosquée de Cré qui va participer, Inch'Allah, mois de décembre, qui va faire un match de gala avec les Palestiniens. On envisage de les inviter en Très bien. Algérie. C'est un Inch'Allah, très en bon ouverture geste. à la finale à la Coupe d'Algérie. C'est un très bon geste de vraiment voilà une pensée pour nos frères palestiniens qui souffrent. Merci donc messieurs pour cette louable initiative. Donc la Coupe d'Algérie intermosquée est déjà lancée. On verra le fruit dans quelques temps à l'occasion de l'inauguration de la grande mosquée d'Alger. Merci donc à Cherif Bournel, président merci, de l'association madame. Nejma, et à Jamal Ben Damerji, donc imam Jamal Ben Damerji qui nous a accompagnés ce matin pour annoncer ce bel événement qui se profile à l'horizon. صحة عيدكم وصحة نضاركم وي جو بروفيت سي بريسك العيد سي بريسك لي غاتو باقي لها والو Ben ça y est, on arrive à la quinzaine. À la c'est quinzaine, bon. oui. Dans 2 jours, 15 jours déjà. Ouais. Et ben, Inch'Allah, si y a maqboul,